Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1. Du coup, le 30e épisode. Aujourd'hui, on va revenir sur la belle victoire et la première victoire de Lando Norris. Il y aura beaucoup de choses à évoquer sur ce Grand Prix de Miami qui a eu lieu du coup en ce début mai, avec plein de rebondissements, des belles choses qui sont passées, des émotions. On reviendra aussi sur un sujet focus. Est-ce que c'est le retour de McLaren au sommet ? Parce qu'il faut dire que McLaren, c'est une des plus grandes écuries du paddock. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont rapporté beaucoup de titres de champion du monde. Est-ce qu'ils vont un jour y reparvenir ? Peut-être avec Lando Norris, peut-être avec Piastri. On ne sait pas. Ensuite, on ira cette fois-ci à Imola pour le prochain Grand Prix. Donc là, mythique Grand Prix d'Imola, malheureusement connu pour aussi avoir connu le décès de Ayrton Senna. Donc du coup on verra aussi les commémorations qui seront là pour ce Grand Prix. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie, on reviendra sur pas mal de choses qui sont passées, notamment ce week-end, avec le Grand Prix de France MotoGP, du WRC, de l'IndyCar, les 6 heures de Spa. Tout ça, c'était assez intense. Ce soir, pour m'accompagner, Alex et Yo-Yo, comme d'habitude. Alex, comment ça va en ce doux lundi? Ça va. En 2 semaines, il s'en est passé pas mal de choses. On a été gâtés, je pense, en sport. Et ça fait le deuxième gros week-end de suite où je regarde à peu près tout. Je suis content. Et c'est surtout, on passe des bons moments, je trouve, en ce moment. Trop fort moment, mais... on va dire que Ferrari, ça se passe plutôt bien quand même. En ce moment. Bon, entre le WEC et la Formule 1, je pense qu'on est plutôt bien. Et en plus, le reveal d'une nouvelle Ferrari chez Maranello, que demande le peuple, hein. C'est vrai. Mais d'ailleurs, tu as vu l'actu la plus chaude de Ferrari avec le recrutement de 2 ingénieurs de chez Mercedes ? Ouais, t'inquiète. Ça chauffe. Vasseur incroyable, hein ? Vasseur et toute la team, ils sont là. C'est un principe but de foot qui a acheté plein de joueurs et qui gagne pas le Ligue des Champions. Pauvre Yo-Yo, est-ce que c'est le vécu qui parle là, Yo-Yo ? Ouais, malheureusement. On croirait l'équipe All-Star dans FIFA Street. Voilà. Ouais. Et tiens d'ailleurs, Yo, comment ça va avec l'élimination de Paris de la Ligue des Champions, la victoire quand même du titre hier, est-ce que ça va ? Défaite quand même, il en a perdu hier. Hein. Oui, quand même défaite. 3-1 contre Toulouse, c'est ça ? Exactement, 3-1 contre Toulouse. Avec un but en dernière minute. Ouais. Ah, il est terrible. Mais comment ça va ? Mais sinon, ça va, comme disait Alex, on profite quand même, on a des beaux week-ends sport automobile, même sans F1. On se régale, donc il y a de quoi faire en ce moment. Sachant qu'il y a bientôt le Roland Garros. Ouais. Tour de France aussi qui arrive. Donc on va être gâtés durant les prochaines semaines. Ouais. Les JO. Les JO, ouais. Ça, on le dit pas trop fort à chaque fois. Et les JO qui arrivent. Très bien. Et du coup, pour ce soir, on va commencer par le résumé du week-end à Miami. Donc Miami, circuit quand même assez cool, même s'ils ont changé pas mal de trucs. Ça sera peut-être aussi dans nos tops et dans nos flops. Avec souvent la fameuse piscine en faux, avec de la fausse eau, une eau en carton, au sens figuré comme au sens propre. Et le résultat du Grand Prix, avec la première victoire de Lando Norris, incroyable. Vous voyez là, j'ai gardé le petit merch Lando Norris pas loin. Franchement, j'étais aux anges. Moi, ça m'a fait trop plaisir que Lando remporte son premier Grand Prix. En plus, ça a fait plaisir vraiment à tout le monde. On voit qu'il a été félicité vraiment par tout le monde parce que c'est un bon gars.
Et pour revenir du coup au résultat de la course principale, Norris, Verstappen deuxième, Leclerc troisième, Carlos Sainz quatrième, Sergio Perez cinquième, Hamilton sixième, donc quand même bonne perf. Septième, Yuki Tsunoda, ça c'est la grosse perf, mais qui a été éclipsée par la victoire de Lando Norris. George Russell 8e, Alonso 9e, et attention messieurs, les premiers points d'Alpine avec Esteban Ocon qui termine 10e. Au niveau de Lando Norris, là où avant de commencer nos tops et nos flops et aussi voir les pronos, ce qu'il faut rappeler, c'est que en gros Lando Norris il remporte sa première victoire après 110 courses. Alors c'est pas le record, Perez il a mis 190 courses pour remporter sa première victoire, mais c'est quand même pas mal, 110 courses. Et aussi à souligner, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu un nouveau pilote qui gagne un Grand Prix, et je crois que c'est le 114e pilote de F1 dans toute l'histoire de la F1 à gagner un Grand Prix. Donc vraiment, quand on repasse sur plus de 50 ans d'histoire, ça fait quand même peu de gagnants, on va dire. Avec nos deux Français. Voilà. Bah oui, c'est ce que j'avais souligné, c'est que du coup, dans les plus récents, on a quand même Ocon, Gasly, il y a eu Sainz qui a gagné quand même il y a 2 ans son premier Grand Prix, et Russell. Donc ça, c'était bon à souligner, et c'est toujours cool de le savoir. Pour revenir à nos pronos, qu'est-ce qu'on avait pronostiqué ? Du coup, je pense qu'on a quasiment tous, on a tous eu bon sur la pole. Pardon. Sur la P1, malheureusement, personne n'avait vu la victoire de Lando Norris. Donc, c'était dommage. Yo-Yo, bien joué. P2 pour Verstappen. T'as eu bon. Ouais. Par contre, on avait misé sur Sainz, mais Leclerc était dans le cœur de notre brave Alex. Et tu as bien vu, car il termine bien 3e. Sur le DNF, et malheureusement, il n'y a eu qu'un DNF, c'était Sargent. On a tous les 3 eu faux. Ouais. Et le lap record, pareil, on a eu tous eu faux parce que c'est Oscar Piastri qui l'a signé, mais malheureusement, il était en dehors des points, donc du coup, il n'a pas eu son point bonus. Messieurs, ça va être le moment de vos tops et de vos flops. On va commencer par Alex. Est-ce que toi, tu as des tops, 2 ou 3 tops, et 2 ou 3 flops pour ce week-end à Miami? Ouais. Alors, premier top, évidemment, je pense que ce sera le cas de tout le monde. Norris, c'est quand même à souligner. Ça a été une performance exceptionnelle. Moi, je trouve que le rythme de course a été extrêmement bon. Quand on regardait ses tours, c'était propre, c'était clinique. On sait que... je me rappelle la fois où il était à Sochi, il était premier, il dit « Ouais, t'inquiète, laisse-moi le faire ». Et finalement, il y a eu la pluie et il a pas pité et ça lui a coûté la victoire. Là, il a été plus calme, plus posé. On s'est dit « Voilà, il faut surtout pas dérailler à ce moment-là ». Mais il a maîtrisé sa course de A à Z. Il a fait un super Grand Prix et c'est vraiment de mieux en mieux. Et comme quoi, quand la dernière fois, je disais un peu la malédiction Hülkenberg de que des podiums et jamais de victoire, et ben enfin, ça a été sa première. Donc je suis hyper content pour lui, ça fait plaisir. Et c'est surtout, en fait, aussi dans ce top, je voulais souligner que c'est quand même un mec qui, un des seuls pilotes, je pense, au monde, quand il a gagné, il y a tous les autres pilotes qui sont venus le voir pour le remercier, le féliciter, faire des gros câlins. Ça montre vraiment aussi que le mec a vraiment un cœur autour de lui et que chaque pilote était hyper content que ce soit enfin lui qui gagne. Donc voilà, gros topi-top pour Norris. En deuxième, je vais mettre mine de rien, je vais mettre Visa Cash qui sera contrebalancé avec un flop, mais pour souligner quand même la performance de Ricciardo et Tsunoda, Ricciardo plutôt dans la course sprint avec un P4 qui nous a sorti une course sprint exceptionnelle. Maintenir un Carlos Sainz, Piastri derrière lui, ça a été balèze, et Tsunoda qui finit 8e en sprint. Et après voilà, sur la course sprint, course classique de Tsunoda en P7. Je trouve que là, voilà, ça remonte un peu, ça progresse, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les équipes du midfield qui remontent un petit peu. On a Alpine qui a fait une énorme progression, on a surtout Visa Cash, machin chouette, qui remonte progressivement.
Et en dernier, je ne peux pas, ne pas finir là-dessus, mais je mettrai Ferrari. J'aimerais souligner Ferrari, le record quand même de l'arrêt au stand le plus court de la saison jusqu'à présent, 1 seconde 9. Franchement, c'est exceptionnel. Encore une fois, de la consistance aussi, on aime bien ça chez les seniors. Leclerc, 3e, et Sainz est également 5e. Bon, on peut dire ça, il n'était pas très vraiment d'aller chercher Perez. Je trouve qu'on est sur de la consistance et surtout, gros big up à Leclerc qui n'avait pas d'eau pendant toute la course. Et donc sur Miami, avec cette température-là, c'est quand même assez balèze. On ne se souligne pas assez, mais c'est difficile quand on n'a pas de ressources comme ça. Ouais, et si je me trompe pas, les températures avoisinent les 60 degrés dans la voiture. Donc, Ouais, c'est ça. Tout à fait, mon cher. 60, un pic à 60, Ça fait- 62 Ça fait mal. 62 Ouais. degrés dans la caisse. Mais je Alors crois déjà que... que leur boisson est chaude, mais là, le fait de ne pas Ouais. boire, qui plus est à Miami, alors qu'il y a de l'eau, enfin, il y a la fausse eau. Non, il y a la fausse eau, justement. Mais je crois que l'arrêt au stand le plus rapide, je crois que c'est plutôt Red Bull, hein, en 1,889. Recherche, mais... Je crois que le 1,94 que tu as vu, c'est le plus rapide à Miami. À vérifier. Non, mais... En attendant, Bon, néanmoins, on voit, il n'y a aucune erreur dans les arrêts au stand de C'est Ferrari. propre, C'est à propre. souligner. Et c'est ce qui nous permet de faire des très belles courses. Donc bravo Facer, bravo Leclerc et Sainz. Et en flop, j'ai commencé par, effectivement, je disais, Ricardo, de P4 à oh là là, P, je ne sais plus combien, très très bas, P15, c'est-à-dire, j'ai pas compris. On comprend pas cette différence, donc je cherche toujours. C'est un peu triste. Il a quand même mis ses points dans la sprint, ça fait toujours plaisir et ça permet à l'équipe de grandir, mais j'ai pas compris ce décalage-là. Donc ça accentue un petit peu son cas, ça nous a redonné un petit peu du baume au cœur. Et là, reparti un petit peu dans la dégringolade pour la course, un peu de déception. Je mettrais en deuxième flop Alonso pour une fois. Je trouve qu'il a pas eu de rythme ce week-end. Il a eu du mal. On voyait, on a vu quelques batailles, mais batailles avec aka le tracteur de base Ocon. Je me dis, c'est bon, il n'y a pas de quoi être assez fier de ça, mais voilà, je trouve qu'il n'avait pas son rythme à Miami. Je sais pas si c'est un circuit qui l'intéresse énormément, mais on l'a pas senti ce week-end, quoi. Donc un petit peu flop le père Alonso. Et enfin, le dernier. Je finirai en beauté par un Pérez, le dive bomb du début, je n'ai pas compris. Et quand c'était la photo que je vous ai envoyée, 1 centimètre, un cheveu de son collègue Verstappen, à 2 doigts, tout de suite, là, d'appeler Sainz en disant Sainz, tu as ta place chez Red Bull l'année prochaine, viens. C'était un peu risqué, et joli réflexe d'ailleurs au Ferrari, parce que ça n'a pas été évident, il est arrivé comme un boulet de canon, c'est pas Pérez, quoi, en fait, il n'est pas frein-tard, hein, pourtant comme personne. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu tenter. Il a voulu tenter une Bottas, peut-être, à l'époque, en Hongrie, pour laisser gagner Hamilton, mais là, c'était... je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, un petit peu irrespectueux, je trouve. Ça me faisait penser au lobby de jeux vidéo, quoi. Ouais, Alors qu'il fait pas de simulateur. Voilà. Ouais, Petit flop. pour remettre en contexte, premier virage, Pérez fonce tout droit. Il est limite oublié de freiner. Et il a failli s'encastrer Verstappen en plein dans le virage. Et c'est passé, comme tu disais, à 1 centimètre. Les deux voitures sont passées à 1 centimètre. Et le réflexe de Sainz et Leclerc de freiner juste devant pour l'éviter, ça c'est pas mal. Ok. Mais je pense, Ricardo, on y reviendra, mais c'était peut-être à cause de ses pénalités aussi. Il avait des pénalités, il n'a pas trop réussi ses qualifs. Donc du coup, ça te met dans le jeu, tu vois. Après, t'es dans le train, on va dire, DRS et t'es perdu. En tout cas, on prend note. Mais ça fait du bien de voir dans tes tops Ferrari. Hein. On a eu des saisons, et des épisodes de Siena de la F1 où t'étais un peu tristoun. Là, ça fait plaisir. Ah, mais depuis que Vasseur est là, Ouais, c'est toujours. Le GOAT. Et toi, Yo-Yo, tes tops et tes flops pour ce week-end à Miami? Alors, top. Alors, certes, même si Piastri n'a pas a fini 4e ou 5e, je sais plus comment il a fini. Piastri. Piastri. Piastri, il termine loin. Hein.
13e. 13e. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais, à la 13e, ouais. Bon, même s'il a terminé loin, je mettrais en top McLaren au global pour tout le week-end. Parce qu'ils ont quand même fait un week-end incroyable. Un travail sur la voiture on voit que les évolutions ont payé, quoi. Les évolutions qu'ils ont amenées. À voir ensuite comment ça se passe pour le prochain Grand Prix. Mais là, on voyait qu'ils étaient dans le rythme. Que les pneus étaient en tendre ou en médium. D'ailleurs, c'est ce qui fait gagner notre cher Lando. Exactement. Parce qu'il a le rythme. Il attend justement pour accélérer avant la voiture de sécurité. Une fois que la voiture de sécurité est là, il change des pneus. Ses pneus sont plus froids que les autres parce que les autres ont eu le temps ont changé, ont fait quelques tours. Il arrive sur une voiture de sécurité qui dure je sais pas combien de tours, déjà 3 ou 4 tours avant que ça relance. Il arrive à faire une Verstappen en partant loin devant. Verstappen n'a même plus le temps d'avoir le DRS, alors que d'habitude c'est lui qui fait ça, quoi. C'est incroyable. Et pourtant, quand on regarde le départ, il se rate un peu. On voit qu'il n'a pas l'habitude, t'as Verstappen qui se met à côté de lui. Et en 2-3 virages, il arrive quand même, à les dépasser, à les lâcher. Et puis, arrêt au stand, incroyable. Parce que tu soulignes Ferrari. Mais quand tu regardes McLaren, les arrêts au stand, ils étaient à 1,9 ou 2 secondes. Donc, c'était dit, c'est incroyable. Je pense qu'il y a une grosse progression sur quasiment toutes les équipes à ce niveau-là. Tout le monde se vaut. Il y a 2 ans, on se plaignait parce qu'ils avaient changé la réglementation en disant ouais, ils vont trop vite, etc. On n'arrivera jamais à avoir des chronos incroyables. Et là, ils ont dû s'adapter et tout roule maintenant. Ensuite, deuxième top, Alpine. Je suis désolé, mais les gars. Ocon, t'as parlé d'Ocon, mais pour moi, Ocon, c'est incroyable. Il se bat Alonso qui a pas de rythme. Il aurait pu finir 8 ou 7 avec un peu de chance s'il arrive à se débarrasser d'Alonso assez tôt. On l'a vu quand même se battre un peu avec Hamilton aussi, bien résister. Donc de ce côté-là, pas mal. Et Gasly aussi qui finit derrière le père Alonso, mais il reste 4-5 tours. Le père Alonso, moi j'ai pas Gasly qui aura des points, donc faire attention. Et puis ça fonctionne pour une fois que les Français sont je suis content, moi. Le petit Gasly il revient, Ocon aussi. Donc ça fait du bien. Mais il faut dire qu'en plus, je crois que les deux, si on cumule les deux Alpines, c'est ceux qui ont fait le moins de casse en termes de coûts pour l'instant depuis le début de la saison. En gros, il y a moins de coûts de réparation, donc tout bénef. Hein. Ouais, okay. Moins de coûts de réparation, mais les DNF qu'ils ont eu. Oui. En même temps, les coûts sont moins importants quand tu conduis une Clio, quoi. Exactement, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Et ensuite, qui je pourrais mettre T'as parlé tout à l'heure de Visa. Ouais, Ferrari aussi. Hein, c'est vrai que Ferrari, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu aucune erreur stratégique. Que ce soit arrêt au stand ou stratégie. Incroyable. Moi, je suis épaté. On est passé d'une équipe qui est stressée à chaque arrêt au stand, niveau stratégie. T'avais plan A, plan C, plan D, plan Z. Là, ils écoutent leurs pilotes. Ils font des stratégies qui sont cohérentes. Quand ça fonctionne pas, on va changer une stratégie, on va pousser les pneus plus loin. Des fois même sans demander l'avis au pilote, avec un Leclerc qui est d'accord ou un Sainz qui sont d'accord. Donc c'est tout est beau. Il manque juste la petite victoire pour Ferrari pour montrer que la domination est totale. Et une vraie victoire, hein, pas une victoire avec un Verstappen qui abandonne. Monza. Ou Imola. Hein. Oui, Imola, ouais. Ouais, c'est pas le circuit préféré de Sainz. Hein. Ah, mais maintenant, quand on sait qu'il faut mettre des cônes à Verstappen pour que ça le perturbe. Exactement. Après, flop, pour moi, désolé, mais la FIA. Alors, certes, je pense que Norris allait gagner, mais la FIA, l'erreur est monumentale. Tu peux rappeler l'erreur pour les gens qui nous écoutent. Donc, l'erreur, c'est que la voiture de sécurité ressort devant Verstappen et devant Norris. Donc, t'as 19 voitures qui suivent 18 voitures, parce qu'il y a notre cher Kevin Magnussen qui est... Non, c'est Sargent. Sargent, ouais, qui avait des... Exactement, Sargent qui abandonne. Et t'as une voiture qui se bat toute seule sur les circuits. Personne ne se dit, on va mettre une voiture de sécurité devant, il est premier, le leader, tranquillement. Il roule à 200 km/h, il essaie de rattraper les autres qui roulent à 80-90. Donc, franchement, la FIA, incroyable.
On peut parler aussi du cône. En parlant du cône, le cône est resté un petit moment sur la piste aussi. Il y a un débris qui est resté, certes, qui était en dehors comment ça s'appelle? En La dehors trajectoire. la trajectoire, mais qui restait aussi pendant un bon nombre de tours. Certes, pas très dangereux pour les pilotes, mais un débris à tout moment à 300 km/h, c'est quelque chose qui peut devenir une vraie petite bombe à retardement. Ça peut engranger un accident, un problème dans la mécanique. Un truc qui rentre dans les freins, bah, c'est les freins qui surchauffent et puis ça freine pas, ça explose. On peut se rappeler aussi de l'accident de notre cher Massa il y a quelques années où il se prend un débris qui vient d'une autre voiture. Donc, pour moi, je pense qu'on peut pas jouer avec la sécurité comme ça. Donc, FIA, encore une fois, malheureusement, niveau sécurité, 0. Lando Norris, certes, on en parle, on en rigole, mais ça aurait pu être grave aussi. Le mec, s'il y a une voiture de sécurité, tu suis pas, il y a une voiture qui est encore en panne, tu sais pas à quel endroit elle se trouve, quand il faut ralentir, parce que la voiture donne quand même un rythme aux endroits les plus dangereux. Ça peut vite se transformer aussi en incident plus catastrophique que ça. Ensuite, je suis désolé, mais il faut que je mette Magnussen. Le week-end catastrophique. Il a enchaîné pénalité sur pénalité, et quand il fallait faire ses pénalités, il a pris d'autres pénalités. Et pourtant, la Haas n'était pas trop mal au départ, hein, au début du week-end. Hein. C'est une des voitures qui pouvait créer la surprise au début du week-end, notamment lorsqu'il a qualifié la course sprint. Et au final, catastrophe pour eux, avec notre cher Magnussen, qui a pourtant de l'expérience. Ils ont un duo qui a de l'expérience, et j'ai l'impression que sur ce week-end-là, en tout cas, ils ont tout raté. Bah après, Hülkenberg est pas mauvais. Hein. Enfin, il pilote bien. Alors ouais, mais au global, il pilote bien, mais là, sur ce week-end aussi, Hülkenberg... Oui. Bon, il a fait 7 en sprint quand même. Sprint. Devant Tsunoda, Gasly et derrière. Ouais, mais je sais plus ce qu'il a fait pendant la course. Il a fait un truc pendant la course. Et... ouais. Bon, il y a un moment où il a un peu serré, mais après, Magnussen a fait des dingueries, ça c'est sûr. Ouais, Magnussen a fait une dinguerie, mais je sais plus ce que Hülkenberg a fait. Et il a fait un truc aussi, ça me marquait, et j'ai complètement oublié. Mais il a fait un truc aussi qui fait que c'était pas ça. Je me dis, ce week-end-là, As, c'est le week-end où ils sont aux États-Unis, ils sont chez eux. Bah, il est rentré dans Sargent. Ah oui, c'est vrai, il est rentré dans Sargent. Ouais. Et il est reparti, mais il est rentré dans ses. Exactement, ouais. C'était pas Magnussen, ça? Oui, il me semblait que c'était Magnussen. Je crois que c'était Magnussen, c'est pour ça qu'il a pris 10 secondes. Qu'ensuite il est rentré. Et après il s'est rentré. Ouais. Ah non, il n'y a que Magnussen. Je crois qu'il a un contrat pour éliminer le plus de Williams dans la saison. Et puis aussi As qui est en procès avec notre cher Gunther. Enfin, les deux se mettent en procès l'un contre l'autre. Donc voilà quoi. Ouais, ça c'est pas terrible. Et puis après, je vais en revenir sur un truc aussi qu'on a déjà parlé la saison dernière, mais je suis désolé, le Grand Prix des États-Unis, c'est vraiment un show à l'américaine. C'est pas un Grand Prix comme nous on le connaît. Et pour moi, c'est le flop total. L'eau, la fake eau, les spectateurs. Tu sais, au départ du Grand Prix, tu vois des gens qui se baladent en plein milieu des tribunes qui regardent pas le Grand Prix. Le prix. Ils ont mis le set de Stevie Aoki pendant le F1 Academy, et donc sur les écrans, pendant qu'il y avait la F1 Academy, ils ont coupé, ils ont mis le set de Stevie Aoki plutôt que les images du circuit. les boissons et la nourriture, là, 200 balles, un truc de tacos, ce petit truc. C'est ça, le prix. Voilà, alors qu'ils ont des séries qui sont incroyables. Quand tu regardes l'IndyCar, les Américains viennent. En NASCAR, ils viennent aussi. Des fois, même les trucs sur Oval, là, en cercle, là, où j'ai jamais compris l'intérêt, ils viennent aussi voir leur poste de tracteur. Donc, je trouve ça dommage de mettre aussi peu en avant la F1, quoi. C'est un des sports ils auraient pu démocratiser et qui fait très peu de vues, d'ailleurs, aux États-Unis quand on regarde par rapport aux autres séries. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'en profitent pas, ils n'essaient pas de le mettre en avant, quoi. Et pourtant, ils ont une écurie, une deuxième écurie qui essaie de venir. S'ils veulent mettre des pilotes, ils n'ont pas le choix de se montrer, quoi, mais c'est mal fait. Et les promoteurs qui sont de la F1 qui sont américains, en plus. Exactement, c'est ça. Donc, ok, noté. merci Yo, merci Alex. Moi, je vais passer à mes tops et mes flops, du coup. Alors, en top, Lando Norris. Je peux pas... Mais je vais mettre un petit package, c'est-à-dire Lando Norris et le groupe de pilotes, parce qu'on a l'impression que le groupe a très bien vécu. Même si Kevin Magnussen a fait des dingueries pendant tout le week-end, il a fait n'importe quoi. Genre, on sent que tout le monde l'a bien pris au final. Genre, c'est Kevin. Genre, on connaît. On a l'impression que c'était un peu les vacances.
Genre, les petites blagues de Verstappen en conférence de presse, il a quand même sorti une énorme dinguerie. Parce que tout le monde lui disait « Ah oui, mais si la voiture de sécurité est rentrée avant. Ah oui, mais si vous aviez pas chuté dans le cône. Ah oui, mais si. » Et il a sorti direct, il a coupé le journaliste et il lui a dit « Écoutez, si ma mère avait eu des balls, donc des corones, je l'aurais appelé papa. » Donc c'est quand même excellent qu'il sorte ça en pleine conférence de presse, ce qui a empêché Lando Norris de répondre ensuite à sa question. Tout le monde qui vient féliciter Lando Norris, la victoire célébrée par McLaren, et où il y a Fred Vasseur qui prend une casquette et qui les arrose de champagne. Ça c'est excellent. Les Ferrari en bleu, avec du bleu, notamment sur les combinaisons. Ah oui, franchement, on va dire que c'était un peu les colonies de vacances sur le GP de Miami. Après, au top, autre top, j'en ai pas vraiment, à part ce gros là. Il y a aussi Alpine, bien sûr. Franchement, c'est quand même une belle avancée. Et après, je mettrais quand même Yuki Tsunoda parce que s'il n'y a pas Lando Norris, c'est quand même la meilleure perf du week-end sur les Red Bull Racing Visa Cash. Il gère quand même et c'est un très bon pilote qu'on verra ensuite peut-être exploser l'année prochaine ou dans 2 ans. Et en flop, je peux pas mettre Williams. Je suis désolé. J'allais les mettre, mais je peux pas. Mais ça serait plutôt un flop côté gestion, Sargent. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on coupe, notamment dans le rythme. Même s'il fait un DNF qui est pas totalement de sa faute, le rythme n'est pas là. Kevin Magnussen, ça c'est mon autre flop, mais c'est pour l'ensemble de son œuvre. Et après, oui, il y avait la FIA clairement. Comme toi, Yo-Yo, pour moi, je trouve. Enfin, déjà, la gestion de la voiture de sécurité, c'est quand même une honte que ça arrive à ce niveau-là. Surtout que il n'y avait pas non plus beaucoup d'action, on va dire. Donc, tu peux très bien savoir qui est premier de ta course, bordel. Et après, oui, l'histoire du cône qui s'envole, on a mis X temps à le lancer. Faut dire que la voiture de sécurité, le problème est aussi arrivé parce qu'ils ont mis du temps à la déclencher. Alors que ça se voit, t'as une voiture encastrée dans le mur dans un des virages les plus importants, tu déclenches la voiture de sécurité. Il n'y a pas de débat. Donc c'est un peu l'ensemble de leur œuvre. Voilà. C'est un peu mes tops et mes flops, un peu rapide, mais je pense que vous avez déjà tout bien dit et tout bien éclairé, nos chers auditeurs. Merci messieurs pour cela. Du coup, on va passer au classement de la saison. Du coup, Verstappen prend une petite avance sur Pérez. Donc il a 33 points d'avance sur Pérez avec 136 points. Leclerc, 98 points. Belle remontée de Lando Norris qui revient à égalité avec Sainz. Piastri, 41 points. Russell, 37. Alonso, 33. Hamilton, 27. Et la belle performance, c'est pour ça que c'est important de souligner, Yuki Tsunoda quand même qui a 14 points. Ce qui n'est pas rien quand on voit quand même les grosses écuries qu'il y a devant. Et on pourrait dire que logiquement, si on voit que des doublés d'écuries dans les 10 premiers, il manque le coéquipier d'Alonso qui n'est autre que Stroll et qui avait fait l'objet de notre dernier épisode qu'on vous recommande. Au niveau des écuries, là, Red Bull prend quand même une sérieuse avance, 239 points au total contre 187 pour Ferrari. Belle remontée quand même de McLaren, 124 points, qui prend quand même une belle distance sur Mercedes avec 64 points, Aston Martin 42, Red Bull Racing avec 19, As 7 points, et Alpine qui marque son premier point, et ça c'est important quand on sait aussi les différents prix, notamment à la fin de la saison, les allocations budgétaires qui sont données aux écuries en fonction de leur classement dans la saison précédente. Entre 8e et 10e, ça fait que des fois quand même une belle diff. Donc bataille à suivre à tous les niveaux. Sur la F1 Academy, parce qu'il y avait aussi ça à Miami,
ce week-end, il y avait la F1 Academy. Et là, à part le Practice 1, tout a été dominé par Abby Pulling. Incroyable. Elle a surdominé le Grand Prix de Miami. Dorian Pain, notre chaîne Dorian Pain, avait fait les meilleurs temps de les essais libres 1. Et elle a terminé deuxième de la course principale. Mais la domination de Abby Pulling a été extraordinaire. Pour rappel, donc on vous la présente, elle a 21 ans, il me semble, ouais, c'est ça, 21 ans, et elle est dans la Driver Academy de Alpine. Et donc ça, c'est quand même, quand on dit les bonnes nouvelles qu'il y a chez Alpine, et ça en fait partie, parce que les Driver Academy de chez Alpine, ils ont des opportunités un peu partout, notamment en endurance, et notamment dans d'autres compétitions d'Alpine, où sont engagés Alpine, et c'est quand même tip top. Et on sait qu'elle est supportée aussi par pas mal de pilotes britanniques. Et ça fait du bien aussi d'avoir du coup nos chers pilotes de la Driver Academy qui sont supportés par aussi les grandes écuries. On a du coup Abby Pulling qui est supporté par Alpine, mais il y a aussi Dorian Pain qui est notre chère française engagée en F1 Academy, qui est supportée par là tout le team Mercedes. Et c'est quand même cool de voir tout ça. Très bien, messieurs. Ça va être le moment de passer à notre sujet focus. Sujet focus du jour. McLaren est-il de retour au sommet ? Est-ce que c'est le retour de McLaren devant tout le monde ? Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu une grosse domination à l'époque de McLaren. Et aussi que, et c'est important de souligner, que souvent, McLaren a toujours été associé à un motoriste, parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment leur propre moteur ou autre, et que souvent ça a éclipsé certaines victoires qu'il aurait dû. Et je pense notamment à l'ère Hamilton, c'est-à-dire que on va contrer directement, on va débunker un truc qui est souvent une croyance populaire, qui a, je pense, été aussi propagé par Netflix dans les épisodes de Drive to Survive, c'est que l'ère Hamilton, c'est de 2007 à 2012, c'est McLaren, c'est pas Mercedes. C'est McLaren-Mercedes qui est le nom de l'écurie. Et c'est McLaren qui était du coup vraiment l'écurie propre. Et Mercedes, on va dire, le moteur, l'équipementier moteur. Et que Hamilton a signé en 2012 chez Mercedes, qui cette fois-ci avait construit sa propre équipe. Donc ça, c'est important de le signer pour commencer. Mais pour rappel, l'ère, il y a des ères vraiment McLaren dans l'histoire. Il y a eu l'ère Hakkinen, il y a eu une ère Raikkonen, Hamilton, ils ont eu Prost, Senna. Donc là, c'était la grosse bataille. Il y a eu aussi Niki Lauda à une époque. Les premiers titres sont arrivés aussi avec Fittipaldi. Donc il y a eu beaucoup de gros pilotes qui sont arrivés dans les écuries McLaren au cours des différentes saisons. L'objet d'aujourd'hui, ça va être, au-delà du passé, on va dire historique et tout ce qu'a connu McLaren, et aussi dans les différentes catégories dans lesquelles ils sont engagés, parce qu'on rappelle qu'ils sont engagés en IndyCar, et qu'ils ont participé aussi aux 500 miles d'Indianapolis qu'ils ont gagné 3 fois, je crois. Et les 24 heures du Mans. En gros, est-ce que dans les saisons futures, McLaren peut retrouver ce niveau-là de gagne, de win rate, comme ils ont connu par le passé ? Toi, Alex, ou je vais avoir ton avis, bien sûr. En tant que supporter de Ferrari, tu te souviens des combats McLaren-Ferrari. Est-ce que pour toi, McLaren peut revenir au sommet ? Et dans les saisons futures, est-ce qu'on aura le retour du duel McLaren versus Ferrari, mais là, pour le top 1 ? Ouais, et écoute, McLaren, comme tu le disais, c'est quand même chargé d'histoire. Il y a eu des tops, il y a eu des flops, il y a eu des grands noms. Senna, Lauda, Prost, Hakkinen, Coulthard. Tu les as tous dit.
Et il y a aussi un nom qui a quand même fait la réputation et a fait en sorte que Hakkinen soit champion, c'est Adrian Newey qui avait conçu la McLaren, une McLaren qui a fait que Hakkinen a pu être champion du monde en 98, donc quand on était tous tout petits. Et c'est un peu ce monsieur qui peut m'inquiéter à l'avenir parce que c'est pas tout à fait dit qu'il aille chez Ferrari, c'est pas tout à fait dit qu'il aille pas chez McLaren non plus, et surtout qu'en ce moment les photos, il est beaucoup à Monaco en train de parler avec Zak Brown en mode, bon il y a Williams aussi potentiellement, mais en mode bon bah là il a le choix de t'as travaillé chez 2 écuries, il y a 2 écuries qui ont été championnes à l'époque, il manque un petit truc pour qu'elles soient championnes aujourd'hui, notamment McLaren qui est plus proche. Pourquoi pas aller chercher un petit Adrian Newey chez McLaren. Et ça me fait quand même un peu peur pour Ferrari, parce que Norris, effectivement, là on le voit, il est là depuis un petit moment chez McLaren, il porte l'équipe. On a Piastri qui a été recruté il y a 2 ans maintenant. Et Piastri, il se débrouille plutôt bien. Il suit la cadence de Norris, il montre des fois qu'il peut claquer les meilleurs tours en qualif, même meilleur que Norris. Donc McLaren, là, je trouve, a un peu son duo gagnant, si je puis dire. Mais il manque un petit truc pour aller plus loin. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je regardais un peu les classements constructeurs d'année en année pour voir un petit peu la marge de progression. 2020, lorsque c'était encore l'ère Mercedes, McLaren P3. Ensuite, il y a eu un petit bond en arrière, McLaren P4 en 2021, P5 en 2022. Et là, depuis 2022, on revient 2023 P4. Et là, aujourd'hui, McLaren, 3e, devant Mercedes avec quasi le double de points. Franchement, ils ont déjà une bonne petite longueur d'avance et je souhaite pas ça à Ferrari, mais ils peuvent venir titiller Ferrari s'ils restent dans leur consistance et fiabilité et autres. Donc, pourquoi pas un McLaren de retour en champion du monde d'ici les prochaines années? Peut-être pas à cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais à partir de 2026, nouvelle voiture, peut-être nouvel ingénieur, donc qui sait, tout est possible. Aujourd'hui, moi, je pense que McLaren a tout un peu pour aller plus loin, tant sur la partie pilote que aussi la partie développement. On sait que McLaren avait des difficultés financières. Là, ils ont eu le backup de par des soutiens financiers. Donc, ça les rassure un peu plus et ça leur permet de continuer leur développement pour la Formule 1. Et en plus, s'ils finissent 3e, ça fait toujours du budget nettement plus supérieur qu'une P4 ou une P5 pour pouvoir aller retravailler encore la monoplace qui est en nette progression depuis l'ère Alonso chez McLaren, pas la première ère, mais la deuxième ère de hybride, où ça a été une catastrophe chez McLaren. Et depuis qu'il est parti, c'est de mieux en mieux. Depuis qu'ils ont quitté Honda, ça y est, c'est le regain côté McLaren. Donc, je trouve aussi que là, la victoire de Norris, elle a apporté énormément de bien à l'équipe. En mode, vraiment, là, on peut le faire. Pour Zak Brown, qui s'emballe très vite aussi, c'est allez, ça y est, là, on va taper le Ferrari. Je dis pas Red Bull parce que déjà 239 points, ça fait déjà beaucoup mais on va essayer d'aller taper Ferrari. Restez derrière nous, quand même, s'il vous plaît. Mais je me dis qu'ils ont toutes les armes pour aller se défendre cette année, peut-être l'année prochaine. Je pense qu'ils gardent à peu près la même monoplace et en retravaillant 2-3 éléments. Et après, rebattre les cartes en 2026 avec potentiellement de nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe et surtout les nouvelles régulations où on a vraiment hâte aussi de savoir ce que peut nous sortir McLaren pour la nouvelle ère. Ok, merci pour ton analyse, c'était très complet. Toi, Yo-Yo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu vois, vu que tu suis aussi, je pense, McLaren sur les différentes catégories, vu que tu es le plus calé d'entre nous, notamment en Formula I, peut-être en IndyCar, est-ce que tu vois en fait McLaren performer dans tout ça, plus la F1 et redevenir en fait le grand nom qu'ils ont été par le passé? Parce que moi, je vais pas former partout. Je vais te dire que tu peux mettre tous tes mêmes chevaux, tu peux mettre, te concentrer partout. Donc, il y a un moment où ils vont devoir faire des choix. Mais je pense que la F1, on y est plus proche
que le WEC ou le GT en général, parce qu'ils sont plus engagés en GT qu'en WEC pour l'instant. Ils veulent revenir, mais il faudra attendre un peu. Et pareil pour l'IndyCar. Alors certes, ils ont gagné les 500 miles, mais je pense que c'est plus compliqué de revenir au championnat. D'ailleurs, on voit notre cher Théo Pourchaire qui intègre McLaren, que c'est plus compliqué. Ils sont pas encore assez stables en IndyCar pour gagner le championnat, pour moi. Par contre, comme le disait Alex, on voit une courbe de progression qui est incroyable. McLaren, il y a quoi? C'était 2015, je crois, Alonso 2015, 2016, Ouais. 2017. Mm. C'est-à-dire, il y a 8 ans, c'était au fond de tout Alonso comparé à sa McLaren F2, quoi. Donc, c'est ce qui est incroyable. Et je pense qu'ils doivent se servir justement de ce socle pour performer dans les différentes catégories où ils sont. C'est dire, ok, certes, on n'est pas accompagné par une marque parce que c'est ce qui a fonctionné avec eux. Typiquement, quand tu as un moteur qui fait un endroit et le châssis qui fait ailleurs, on a vu que ça fonctionnait pas. Sauf pour Red Bull, mais Honda est très très proche d'eux à un point extrême que n'était pas McLaren. Et on peut voir avec Alpine que ça fonctionne pas non plus. Alpine, ils ont 2 maisons mères, une où ils font le moteur, une où ils font le châssis, ça fonctionne pas du tout. À ce niveau-là, c'est compliqué. Pareil avec les Ferrari. Ferrari, leur moteur, il est prêt à tous les écuries. On n'a jamais vu une voiture fonctionner, quoi. Les Haas ne fonctionnent pas, les Sauber ne fonctionnent pas. On se demande pas si c'est pas des petits poneys qui fournissent aux autres écuries. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour moi, McLaren aujourd'hui a une base solide en F1. Je pense qu'ils peuvent gagner le titre. En fait, soit ils vont gagner le titre en 2026, ou soit c'est tout l'effet inverse. C'est-à-dire que la réglementation va les stopper dans leur progression, parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir une voiture qu'ils connaissaient et travailler dessus assez régulièrement. Donc que 2026, on rabat les cartes. Il faut refaire une voiture avec une réglementation moteur, l'imbriquer dans la voiture. Et ça, ils ont du mal à le faire pendant plusieurs années. Et j'ai peur que s'ils ne recrutent pas, ou s'ils ont une UA, j'en doute pas que ça fonctionnera, mais s'ils repassent sur le département qu'ils ont là, ça va être compliqué. C'est une équipe qui a toujours fait des bons dans la saison. Dans chaque saison, peu n'importe les saisons où quand ils étaient dans le mal, ils partaient dans le mal, ils montaient. Et chaque saison, ça a été comme ça. Petit à petit, ils arrivaient à apporter des améliorations sur chaque voiture. Ils n'ont jamais fait une voiture qui était performante du début jusqu'à la fin de la saison, malheureusement. Ouais, tu veux dire qu'ils dépendent trop un peu des autres, quoi. Exactement, c'est ça, ouais, des améliorations des autres. Ouais, pour moi, c'est ça le problème à l'heure actuelle. Ok, ouais, bah, très intéressant. Et est-ce que vous pensez qu'on va dire peut-être pas dans 2 saisons, mais dans 3, 4 saisons, ils vont continuer dans cette stratégie aussi d'avoir des jeunes pilotes, parce qu'on va dire que c'est quand même une des seules écuries du plateau où ils ont vu qu'ils ils avaient recruté Alonso. Alonso a apporté ce qu'il pouvait apporter, mais ça a pas trop, la mayonnaise n'a pas trop bien pris. Ensuite, ils ont pris Sainz. Ça a eu un très bon fit avec Lando Norris, ça c'est sûr. Mais il leur manquait peut-être quelque chose. Et aussi, Sainz, opportunité Ferrari, tu signes. Et ils ont souvent été, on va dire, ces dernières années, depuis l'ère Hamilton, un peu dans l'ombre des autres écuries. Est-ce qu'ils ont souffert de ça? Et est-ce que selon vous, du coup, ils ont tourné la page de ça et ils vont avoir une écurie solide qui ne va pas retourner dans l'ombre? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexandre? Est-ce que McLaren a sorti un peu la tête de l'eau et maintenant trace sa route? Je pense. Je pense que là-dessus, on a McLaren qui a émergé. Est-ce que ça va suffire à tenir? Je ne sais pas. Pour moi, McLaren, aujourd'hui, comment je le vois, c'est une écurie de passage. Moins pour un Lando Norris, puisqu'il est là depuis longtemps, il a investi, et on voit les progrès, mais un Piastri, je le vois pas rester longtemps. Enfin, si on lui propose d'aller dans une autre écurie, on sait jamais. Chez Mercedes. Alors, Alex, je t'arrête. Ouais. Est-ce que tu penses que si, à la fin de la saison, on dit à Norris, tu vas chez Red Bull à la place de Verstappen à côté de Sainz, évidemment qu'il y va, c'est parti. Exactement. Donc, je pense que le petit Norris aussi, il est peut-être de passage en attendant d'avoir la bonne voiture ou le bon châssis pour 2026, en tout cas pour le bon projet pour 2026.
Alors après, je sais pas si Norris serait prêt à faire le move parce que il est vraiment attaché à McLaren et il le porte et il a eu là sa première victoire, il a développé la voiture pour lui. Mais typiquement, moi, je vois plutôt un Piastri changer directement de direction s'il y a une opportunité, ce qui serait complètement normal. Donc je la vois plutôt comme écurie de passage aujourd'hui, pas comme écurie de top leader, comme c'était le cas dans le passé, mais plutôt de passage. Parce que c'est ce que tu disais, Yuyo. Ce qui me fait peur, c'est McLaren, c'est instable. 2015, tragique. Les années 2006, glorieuses, et même avant avec Hamilton et Alonso, tous les duos. Donc ça passe au top à ensuite le gros flop, ensuite à marge de progression en devenir. 2026, point d'interrogation, nouvelle norme, nouvelle voiture. On ne sait pas ce que ça va donner. Agréablement pour la saison qu'on a aujourd'hui, enfin avec la nouvelle monoplace, ça s'était plutôt bien passé pendant le Covid, où on avait une Norris qui était dans les premiers à chaque fois, dans le podium. Il avait fait son premier podium à ce moment-là en plus, donc super. Quid de 2026 bon bah ils sont dans le momentum, ça y est, ils profitent et si ça se trouve ils sont complètement à côté de la plaque, comme ça avait été le cas en 2015 avec l'ère hybride, où là en fait on a quand même pas mal de changements qui vont se passer sur la monoplace en 2026, quoi. Donc c'est un peu l'écurie. Tu lances ta pièce, pile ou face. Allez, t'as une chance sur deux que la voiture soit bonne. Là où peut-être une Ferrari peut se reprendre, une Mercedes, ça dépend. Oui, on peut dire ça. Red Bull, ça c'est sûr, ils ont les moyens. McLaren a moins les moyens que les autres écuries. Alors après, est-ce que vous pensez que la stratégie de McLaren devrait être de tout miser sur la F1 ou de tout miser pour super performer dans une, je sais pas, en IndyCar ou en Formula I ou en Extreme I. Donc on répète, c'est tout ce qui est un peu rallye, mais là ils ont des versions électriques. Est-ce que pour toi, par exemple, Yo-Yo, est-ce que vu que ça performe aussi bien en IndyCar, est-ce qu'il y a un moment où le choix va être, comme si on est sur les aspects financiers, de choisir entre IndyCar et Formule 1, on mise tout sur l'IndyCar et on choisit une stratégie un peu de la F1 où on reste sur faire progresser des jeunes pilotes et se mettre peut-être comme dans une certaine ère, dans une équipe un peu de sous-motoristes comme Mercedes ou autre, et de voir comment ça performe. Alors moi, je pense qu'il faut tout miser sur les F1. Clairement, de toute façon, McLaren, ça reste associé à un nom qui reste associé à la F1, quoi. C'est comme Ferrari, tu vois. Tu me dis Ferrari va en IndyCar, ok, on va faire quelques courses, mais leur objectif sera pas de gagner l'IndyCar. Pour moi, McLaren, ça reste l'une écurie mythique. Les duels Hakkinen, Schumacher, Prost, Senna. Je suis désolé, mais si McLaren ne mise pas tout sur la F1, sur quoi ils vont miser? Parce que en IndyCar, t'es bloqué. T'as une voiture qui est assez commune à tout le monde. Et en même temps, t'as une voiture qui tu dois développer ton propre moteur. Les séries I, c'est des séries qui bougent beaucoup trop. Extreme I, on ne sait pas si la saison va se terminer parce que c'est compliqué d'importer les pièces. Il y a des pilotes qui souhaitent arrêter, d'autres. En tout cas, ça ne rapporte pas assez d'argent, quoi. Et c'est plus déficitaire que rapporter de l'argent. Formula I, je sais pas, il y a eu combien de ces générations de Formula I en espace de 10 ans. Et puis McLaren, je suis désolé, mais quand t'as une voiture qui s'appelle McLaren F1, t'es obligé de. Quand ta voiture, l'une des plus célèbres, c'est la McLaren F1, et que t'importes des technologies dans tes voitures, t'es obligé de rester dans ce giron-là aussi. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'ils ont une grosse série de voitures de sport et McLaren est connu pour ça, pour faire des voitures incroyables. Et ils ont une McLaren Senna, McLaren F1, McLaren P1. Donc c'est vrai, vous faites bien de souligner. Par contre, comme on peut voir plus cher, ils se servent des autres catégories pour mettre leur petit protégé. Un pour cher qui est qui est chez McLaren en IndyCar, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on peut voir il va pas faire les 500 miles. Donc pour l'instant, on va partir sur une série assez routière. Donc on le prépare si Piastri part, à arriver chez McLaren. Ouais. Mais après. Pour cher qui derrière arrête la Super Formula. Donc... Qui arrête la Super Formula. Mais après, on le soulignait aussi.
Je crois qu'on le soulignait il y a une saison et demie quand Piastri avait été annoncé chez McLaren. À la grande surprise, parce que normalement, il devait signer en tant que Driver Academy Alpine. Il devait signer chez Alpine, continuer chez Alpine. Et aussi, il est protégé de Mark Webber, donc, qui est un grand nom de la Formule 1. Et qu'il atterrisse chez McLaren, ça a été un coup aussi de Zak Brown. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Zak Brown, c'est un peu la grande gueule du paddock. Un peu à l'image aussi d'un Vasseur, ils s'entendent bien les deux. C'est qu'en gros, s'il y a un truc qui va pas, bah, il en a rien à foutre, il va le dire. Et là, et à Miami, quand je disais que le groupe a bien vécu, c'est qu'il y a quand même eu une grosse pique de Zak Brown envers Red Bull. Il a fait un coup de bluff en disant qu'il y avait beaucoup de mécanos et d'ingénieurs de chez Red Bull qui candidataient en ce moment chez McLaren, ce qui a voulu aussi un peu la colère de Max Verstappen qui a dit c'est faux, c'est tout le contraire. Mais en tout cas, il sait jouer aussi en termes de politique, il sait bien y faire, quoi. Et c'est un peu quand même le personnage qui détonne un peu de tout ça. Autre chose que je voulais aussi apporter avec McLaren, enfin qu'on voulait aussi vous apporter, chers auditeurs, c'est aussi vous montrer aussi qu'est-ce que c'est une écurie de Formule 1. Parce que, comme vous voyez par exemple en image sur le stream, si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur YouTube. Mais en fait, on peut voir qu'une écurie de Formule 1, c'est pas juste 2 pilotes et quelques ingénieurs. C'est que là, vous avez une photo du center de McLaren qui a fêté du coup la victoire de Lando Norris. Et là, on voit vraiment toute. Là, c'est juste, je crois, l'usine pour la F1. Et du coup, il y a tous les gens impliqués dans la F1 de Lando Norris qui ont posé sur cette photo. Ce qui a voulu aussi un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, on dirait les mignons dans Moi moche et méchant. Mais ça c'est la classique pour les écuries. Je me suis dit des prisonniers américains qui essaient de s'évader, mais c'est vrai aussi. Mais il y a eu les deux versions. Mais en tout cas, on voit que c'est du coup la F1, c'est une grande famille. Et là, il y a environ, je crois qu'à McLaren, il y a 800 employés qui travaillent juste sur le pôle F1. Donc c'est quand même incroyable. Et si jamais vous voulez voir des photos où vous passez en Angleterre, le McLaren Center Court est incroyable. Vous avez toutes les McLaren historiques qui sont exposées avec un grand bassin d'eau devant, dans lequel Lando Norris a promis de plonger s'il gagnait un Grand Prix de Formule 1 avec McLaren, chose qu'il a faite, et on attend son grand plongeon dans la piscine du Center Court. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur McLaren, sur peut-être l'histoire, sur les grands noms ou le futur qui s'annonce pour eux? Non, mais on peut dire aussi une chose. McLaren, c'est aussi, sur la F1, c'est aussi des livrées légendaires, mythiques. La livrée Marlboro sur celle de Senna, la livrée Gulf qu'on a eue il y a quelques années au Grand Prix de Monaco. Je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais ils veulent essayer de refaire une livrée Marlboro sur le Grand Prix de Monaco cette année. Mais bon, on sait jamais si c'est ou quelque chose de vrai. Ça va être Ce serait super sympa. Donc, c'est quand même aussi des livrées mythiques. Et c'est quand même une marque, comme tu le disais, Hugo, c'est une marque historique comme un Williams qui a évolué dans le temps et qui continue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est encore là, à défaut d'un Lotus, ou ce genre de marques qui n'ont pas eu la chance de survivre. Donc, respect aussi à eux, parce que ça coûte cher, la F1, on l'oublie, ça coûte très, très, très cher. Et donc, quelques années de désespoir, comme tu disais tout à l'heure, 2015 jusqu'à 2017, ça coûte excessivement cher. Et donc, se relever après tout ça, c'est pas facile. D'ailleurs, en parlant de belles voitures et de voitures de marque ancienne, ce week-end, il y avait le Grand Prix historique de Monaco. Donc, pour ceux qui veulent voir ce que c'était des F1 à l'ancienne. Il y avait Newey qui est conduit justement sa McLaren, qui était magnifique. Petit replay sur Automoto, la chaîne de l'équipe 21, je sais plus sur quoi c'était. Et YouTube aussi. Ouais, YouTube aussi. Ouais, mais c'est vrai. C'est toujours bien aussi de revoir un peu dans le passé parce que c'est aussi là où il y a eu les grosses évolutions de la F1 et de l'automobile. Il y a eu, comme on vous le disait dans un précédent épisode, il y a eu plein d'évolutions qui sont venues grâce à la Formule 1 dans les autos qu'on conduit aujourd'hui. Donc c'est toujours bien de suivre ce qui évolue. Mais c'est vrai que cette mythique McLaren de Senna, elle est quand même incroyable.
Et on ne demande qu'à revoir des grosses batailles comme il y a eu à l'époque. Merci messieurs. Pour ceux qui veulent le suivre aussi, McLaren, c'est une écurie qui communique beaucoup sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur TikTok. Ils ont été les précurseurs dans le paddock sur TikTok avec vraiment des contenus des fois qui sont hyper intéressants. Ils avaient fait une série où ils expliquaient par exemple le marteau qui sert pour retirer les écrous, enfin la visseuse automatique. Ils avaient expliqué le pit stop, comment ça se passe, les lignes, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la F1, il y a aussi c'est super enrichissant des fois de découvrir les comptes des écuries. Et on vous encourage à suivre, bien sûr, McLaren. Et si vous aimez le orange, n'hésitez pas à en porter parce que ils ont quand même des livrets assez stylés, comme le rappelait Alex. Et puis leurs pilotes aussi sont incroyables à suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Que Norris et Piastri, c'est sacré morceau aussi. Oui, c'est vrai que si vous êtes supporter de Haas, Magnussen et Hülkenberg, c'est quand même pas les deux plus communicants sur la F1. Donc c'est sûr que là, sur McLaren, vous êtes servis, vous avez les meilleurs. Merci messieurs pour ce sujet focus. Et puis on suivra l'évolution de McLaren cette saison. Qu'est-ce qu'on avait au programme ? Au programme, on avait le prochain Grand Prix. Road to Imola. Alors, on va citer le Grand Prix dans son intégralité. C'est le Grand Prix d'Emilia-Romagna en Italie, mais pas totalement parce que c'est le Grand Prix d'Imola. C'est pas celui de Monza. Il faut pas confondre. Et c'est sur un circuit qui porte un nom cher à Alex, qui finit par Ferrari. Aïe, aïe, aïe. On rappelle que pas loin, je crois qu'il y a l'usine de Red Bull Racing, il me semble. Ouais. Du coup, le Grand Prix d'Imola. Le Grand Prix d'Imola qui est premier Grand Prix, ça s'est disputé en 1981. Il a été tristement célèbre pour plusieurs décès, notamment celui de Ayrton Senna. Là, on va courir sur 63 tours. Il était bien sûr légèrement modifié depuis quand même ces accidents. Il y a 4 km 9 en record du tour en 2020 par Lewis Hamilton en 1,15. Donc ça va être un circuit très intéressant. Il n'avait pas eu lieu l'année dernière parce qu'il y avait eu des inondations dans cette région d'Italie. Donc il avait été d'abord reporté et puis ensuite complètement annulé. Donc là, ça va se disputer pour cette nouvelle manche de la F1. On rappelle, là, il n'y aura qu'une seule zone de DRS, donc ça sera intéressant de suivre. Donc l'aileron mobile ne pourra se déclencher qu'une seule fois, et notamment, ça commence juste avant la ligne d'arrivée. Donc c'est toujours intéressant des fois peut-être de l'activer pour un finish. Peut-être comme un NASCAR à 0,00 une seconde près. Du coup, pour ce Grand Prix d'Imola, j'ai besoin de vous. Quels sont vos pronos, messieurs, pour la pole ? Yo-Yo, on va commencer par toi. La pole, Leclerc pour la pole. Leclerc, donc en terre italienne. Ferrari qui arrive. Donc, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. À Imola, souvent, c'est la période à laquelle les écuries vont apporter des nouveaux packs d'optimisation. Surtout que c'est un circuit qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Là, il va y avoir notamment les bacs à gravier. Donc, on fout une roue dedans, c'est mort. Ou alors, on s'appelle Alonso, on arrive à récupérer sa monoplace. Mais sinon, ça va être un circuit ultra technique. Alex, pour toi, la pole ? Le Paul Leclerc ? Paul Leclerc, ouais, Paul Leclerc. Paul Leclerc ? Allez. On est en Italie. En fait, je regardais, c'était fou parce que la 2022, ça a été la qualif sous la pluie. Et Verstappen avait quand même mis 1 seconde à Leclerc sous la pluie. Donc je regardais la pluie. Si elle allait venir ce week-end, alors dimanche à 14h, il y a risque de pluie. Risque à 45%. 45%. Oh ouais, c'est déjà pas mal.
Comment Et à Euh, 15h, vu que les Grands Prix commencent à 15h maintenant, t'as le risque ou pas? Comment wake? Je sais pas. Ah, Et bah, du coup, moi, je vais mettre Sainz. Ah oui, c'est l'autre Oh Ferrari. là là là. Ah là Oh là là là. là. S'il se prend pas le gravier. Ah, et petite précision, chers téléspectateurs. Cette année, il y a des changements encore sur le circuit. On enlève le tarmac voilà, dans certaines chicanes, on le remplace par du gravier. Gravier qui, on le rappelle, Sainz n'a pas apprécié en Chine, Alonso a adoré drifter euh, à ce moment-là. Donc, intéressant de savoir aussi ça, puisque les limites vont être, pour moi, rapidement franchies, je pense, ce week-end. Hein. ouais. C'est ce que je regardais justement sur mon téléphone. Je me demandais, je savais qu'il y avait des changements, mais je savais plus où sur la piste. Après la petite chicane à la sortie, et avant, plus bas. Là. Et en plus, le virage en bas, il est plutôt violent, quoi. Et du coup, Pour la moi, chicane, ouais, le virage est incroyable, mais la chicane déjà. Enfin, ça va faire mal. ça sera plus facile pour voir s'il y a des limites de piste franchies par les pilotes. Hein, pour moi. Petite trace de pneu. On pourra voir comme Verstappen encore dégommer le plot de la chicane. Ah, ça. Alors, du coup, on a mis tous une Ferrari en pôle, mais est-ce qu'on la met sur la P1? Yo-yo, est-ce que tu mets Leclerc en P1? Verstappen. Quand Leclerc est en P1, c'est Verstappen qui gagne. Donc, Bah, Alex, si tu râles, ça veut dire que tu vas mettre Leclerc. Bah, allez. Allez. Ah là là là. Ce serait tellement beau. Et bah, moi, je mets Sainz. Voilà. Comme ça calme tout le monde. Attends, faut que je refasse comme la dernière fois avec Norris, du coup. Ah, ça fait tellement longtemps que Ferrari n'a pas gagné. Ce serait tellement bien que là, ce week-end, il gagne. Voilà. C'est bon. En P2. Sainz a gagné il n'y a pas longtemps. C'est vrai que Leclerc, ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, En c'est le P2. yo en P2. P2, yo-yo. P2, P2, P2. Et Norris. Norris. Wow. Alex. Verstappen. Ouais. Ouais, je suis obligé de mettre Verstappen. Hmm. J'aurais risqué le DNF, mais voilà. Yo-yo P3. Sainz. Alex P3. P3, P3, P3. P3, P3. Alonso. Oh ouais. Ils sortent nulle part. Ils profitent des petits accidents à droite à gauche. Et est-ce qu'il y a un pack qui est prévu par Aston Martin pour Imola? Je crois pas. Je crois que c'est après. Ça me paraît ambitieux, En ton tout avis. cas, Ferrari a un nouveau Power Unit, donc ça Ouais. promet. Là. Et ben, je vais mettre Leclerc en P3. Le DNF. Le fameux DNF. Attention, DNF gravier. Attention. Moi, DNF moteur, Leclerc. Oh non. Oh là Oh là non, là non. là 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 là. Papa. Aïe, 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 ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, Bon, on va être joueur un petit peu, on va mettre du Perez. le call est légendaire. Et moi, Stroll. Ouais, il faut jouer. Oh là là. Non, mais attends, ouais. La facilité. Non, mais attends, il y a trop de gravier. Il y a trop de gravier. La facilité. Ah non, mais non. Ah, alors, vous dites ça, mais je pense que Stroll met plus de gens dehors qu'il se met lui-même dehors. Point bonus, si, à ça. Du coup, le lap, le retour, le record du tour, pardon, sur le Grand Prix, pas en qualif ni rien, sur le Grand Prix. Yo-yo, tu mettrais quoi? Et Norris. On continue sur une McLaren. Ah ouais. Alex? Verstappen. Il faut qu'il prenne son avance. Bah, faut qu'il prenne son avance, mais t'as Ouais, mis il a- Leclerc en Il P1. n'a pas Hein. été content de sa P2, il n'a pas été content. Moi, je mets Leclerc parce que il sera troisième dans ma projection. Il est troisième et il a assez d'avance sur le quatrième parce qu'il y a un train qui s'est créé derrière. C'est bon. Très bien, messieurs. Bah, merci pour vos pronos.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé des horaires. Tac, tac, tac. Et cette année, ça a fait du bien. On n'a pas le format qu'on a eu là depuis 2 semaines, sprint machin. Là, c'est vraiment le practice 1, 2, 3. Oui, c'est beau ça. exactement. Enfin, Et en plus, il y a du Et en monde. Hein. Il y a plus, F2, F3, Porsche, il y a tout. Là. voilà exactement, il y a F3, F2, Porsche Cup, F1 sur le même Grand Prix pendant le même week-end. Et ça commence directement le vendredi avec la F3 et la F2, avec les essais libres de Formule 1. Donc là, c'est pour ça que souvent il y a des packs d'amélioration qui sont menés à Imola. Aussi, c'est que ça peut être différent quand il y a un week-end de course sprint comme on a connu à Miami, où du coup avec on va dire un seul moment d'essai libre, ça peut être compliqué de faire des tours sur une monoplace qu'on n'a pas encore testée. Donc là, ça va être le moyen d'emmener du gros pack d'amélioration et de faire tous ces tests pendant les 3 séances d'essai libre. Le samedi, à pas louper, je pense que ça sera du coup les qualifications. Ah non, tout d'abord, ça va être la sprint race de la Formule 2 à 14h et les qualifications de la F1 à 16h. 16h-17h, parfait pour le goûter. Le dimanche, il faut se réveiller un peu tôt. Il y a la course principale de F3 à 8h30. Ensuite, il y a la F2, course principale à 10h. Donc ça, c'est pour le matin, c'est trop bien. On vous invite à regarder. Si vous êtes fan, vous pouvez regarder la Porsche Cup, la Porsche Super Cup, à 11h45. Et après, le Grand Prix à 15h. 15h pétante, Grand Prix 63 tours à Imola et arrivée prévue vers 17h au Grand Max. On verra qui soulèvera la coupe. Sous la pluie. Oh là là, le call pluie avec les fameux garde-boue de la nouvelle Ferrari là, où ils ont testé des trucs. Ils te disent 16h, averse, 38%. Et à voir, à évolution. Parce qu'il pleut là de lundi à jeudi. Là. Donc, aïe. Voilà. Aïe, ça s'annonce compliqué. Très bien. Et ben, pour finir cet épisode d'aujourd'hui, on va finir sur les autres actualités du sport mécanique, auto et moto, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie. Du coup, on va parler de quoi ? On va parler notamment de MotoGP, parce que la MotoGP, c'était le Grand Prix de France ce week-end. Grand Prix de France au Mans, sur le circuit Bugatti. Donc, un bout du tracé des 24 heures du Mans. Et la victoire de Jorge Martin, le Martinator qui a gagné la course principale devant un Marc Marquez en feu. Il a vraiment mis le feu à ce circuit du Mans, en doublant notamment Bagnaia, je crois 7 tours avant l'arrivée, je sais plus. Je crois que c'est ça. Dernier tour. Dernier tour, pardon. Avant-dernier virage. Ah oui, c'est vrai. Donc en plus, il le double d'une façon qui est assez exceptionnelle. Franchement, bravo à lui. Course fantastique. Malheureusement, pour nos Français, Zarco termine 12e et abandon de Quartararo qui est tombé je ne sais plus combien de tours avant la fin. Mais en tout cas, Grand Prix légendaire parce que franchement, il y avait du spectacle partout et d'après ceux qui étaient déjà sur place, c'était incroyable. J'essaie de chercher le classement général. Au classement général, ça nous emmène ici avec Jorge Martin à 129 points, Bagnaia 91 points deuxième, Marc Marquez qui remonte quand même avec 89 points, qui revient du coup sur Bastianini, et Viñales 5e, 81 points. Donc là, c'est une grosse bataille quand même. Mais Jorge Martin est quand même bien parti et a pris un peu d'avance grâce à un super Grand Prix de France. Quelque chose à rajouter sur la MotoGP, sachant que, comme on disait en pré-live, course incroyable, spectacle incroyable, c'est le feu quoi. En dehors de si vous regardez pas MotoGP, regardez la MotoGP parce que c'est vraiment incroyable. Regardez le replay est disponible, il était sur C8 le Grand Prix. Le replay est disponible pour ceux qui n'ont pas vu et qui veulent découvrir la MotoGP. Ouais. Maintenant, je peux confirmer.
Bon, après, t'avais déjà quand même regardé un peu. Je Alex. regardais très peu et vraiment là depuis le début de saison, c'est vrai que c'est violent quoi. Et si vous voulez aller au Mans la saison prochaine, c'est un Grand Prix qui est accessible. Alors, en entrée générale, je crois pour le dimanche, c'est 80 €. Donc, sachant que Ouais, le dimanche, il y a Warn-Up, Moto 3, Moto 2, Moto GP, course, Moto 3, Moto 2, Moto GP. Donc, même si vous avez que le dimanche pour voir la course principale, le dimanche est rentabilisé. alors On par vous contre, invite à rester aussi dormir pour pouvoir faire cuire vos poulets avec les pots d'échappement de moto et les mecs les soirs qui c'est envoient. vrai. Franchement, ça c'est incroyable. Pour avoir fait Moto GP 3 fois et les 24 heures du Mans, moto aussi, j'avais jamais vu un truc comme ça. Ah bah c'est une ambiance. Hein. Le Mans, pour que ça soit les 24 heures, soit le MotoGP, soit d'autres courses, c'est incroyable. Il y avait des mecs qui avaient mis des boutons sur la moto pour appuyer directement. Et comme ça faisait rupture directement. Il y a même plus de, tu vois même plus. L'accélérateur, c'était, oui, t'appuyais sur le bouton et ça faisait pot, et tu vois après une grosse fumée qui arrive. Ah, ça c'est l'ambiance qu'on aime. Mais en tout cas, c'est vrai que le MotoGP aussi, tu le précisais, c'était aussi accessible, mais c'est quand même beaucoup plus accessible que des grands prix de Formule 1. C'est aussi ça qui aussi attire beaucoup de public actuellement. On voit des records qui sont pétés à chaque fois qu'il y a des grands prix là de MotoGP, un nombre record de gens qui vont assister au Grand Prix, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, le spectacle est au rendez-vous, comme tu le disais. Oui. Maintenant, à suivre s'ils vont pas changer les réglementations, mais ça sera un autre détail technique dont on vous parlera dans les prochains épisodes. Et comme dirait Alex Mamami, quand on va sur le parking, vu qu'il y a plein de fans de moto, c'est une régalade. Franchement, regardez toutes les motos une à une. Les mecs ont tous des Ducati, des Yamaha, des trucs comme ça, et des fois des reproductions des motos GP. Ah, c'est solide. Hein. Exactement, c'est un festival. Il y a au moins 10-15 000 motos alignées les unes à côté des autres, plus les unes que les autres. Incroyable. Du coup, on va enchaîner avec un autre sport qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi passionnant. Le WRC est tout aussi spectaculaire aussi. Et en plus, la plupart du temps, c'est gratuit aussi celui-là. Donc n'hésitez pas à aller en regarder. Et là, c'était le rallye du Portugal, avec des séquences incroyables, des virages de fou. Et Ogier qui a gagné. Et comme on vous le disait dans un précédent épisode, Ogier, des fois, il arrive sur des spéciales où c'est du rallye, juste pour participer parce qu'il les aime bien. Et bien souvent, il gagne. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Il a gagné avec quand même très peu d'écart, il faut le dire, avec 7 secondes d'écart sur Tanak. Neuville qui termine le podium. Et au classement général, ça nous donne Thierry Neuville qui est toujours premier. Devant Evans et devant Tanak. Sébastien Ogier qui a quand même fait 3 courses sur les 5 et 5e, ce qui met quand même une bonne claque à tout le monde. Et ça, il faut le dire. Ce qu'il y avait d'autre aussi en sport auto et moto, il y avait aussi le WEC, l'endurance. Et ça, vous le savez, chez les de la F1, on adore. Et c'était où ? C'était sur notre Grand Prix limite favori, sur Spa-Francorchamps, avec un spectacle franchement incroyable, des accidents aussi tout aussi incroyables qui sont passés. Je crois que c'est une Alpine qui s'est fait Cadillac. Une Cadillac qui s'est fait mais littéralement défoncer et la victoire du coup de la Hertz devant la Porsche et devant la Ferrari. 2 Ferrari dans le top 4, c'est quand même beau et c'est à souligner parce que on aime bien Ferrari, surtout Alex. Ouais, et pas de Toyota surtout dans le top 5, ça fait plaisir. Voilà, et là tu le soulignes. Pour une fois, pas de Toyota. Et même dans en le top 5. en GT, c'était hyper intéressant, quoi. Jusqu'à la fin, on savait pas puisqu'il fallait s'arrêter là dans les 20 minutes. Et ouais, en ce moment, l'endurance, vous voyez, sur des courses qui durent 6 heures, on a des écarts qui sont pas énormes quand même. Là, il y avait quoi ? Ça aurait pu être l'Iron Lynx. Une seconde. Qui ont choisi de s'arrêter à la fin pour tirer plus d'essence. Et c'était pas risqué. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais bonne performance des Iron Dams qui terminent 5e. Bonne performance à souligner. Sur le calendrier, la Belgique c'est fait. Prochaine étape, 24 heures du Mans. Round 4 du WEC qui se déroulera du coup du 15 au
16 juin. Mais c'est avant tout le week-end, avant ce week-end-là, vous avez bien sûr toutes les phases qualificatives à partir du mercredi. Donc, à suivre pour le WEC. Sur la partie IndyCar. IndyCar, alors, comme un boulet, je me souviens plus de quel Grand Prix c'était. D'IndyCar. Et comme à chaque fois, ils mettent très mal les infos. Ah, comment ça s'appelle ce Grand Prix? C'était pas Miami. C'était pas à Miami. C'était. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment le circuit là avec le Corse Pro Eh ben, c'est pas grave. Parce que qui c'est qui l'a gagné? C'est Palou. Palou toujours. Et tu fais très bien de le dire parce que Palou, il domine pour l'instant de 12 points la catégorie IndyCar devant Will Power. Donc là, on va dire que c'est le grand combat Honda versus Chevrolet. Et je pense que ça ferait mal aux Américains que ce soit une Honda qui gagne. Mais en gros, des bonnes performances aussi pour les autres pilotes. On commence à les connaître entre Dixon, Herta. Et du coup, ça s'annonce une grosse bataille pour les prochains Grands Prix qui arrivent. Et notamment le rendez-vous le 26 mai avec les 500 miles d'Indianapolis. Ah bah c'est Indianapolis le Grand Prix justement, vu que avant d'avoir les 500 miles, c'est le Grand Prix directement. Et voilà. Ah oui. Exactement. Et ben voilà, c'était le Grand Prix d'Indianapolis 1, on va dire. Et maintenant, c'est les 500 miles d'Indianapolis qui arrivent le 26 mai. Ça va être incroyable. Hein. Toujours que des grands prix là. Indianapolis 500 miles, Détroit et Road America, que des beaux circuits. Hein. C'est ça. De rien, c'est rare en Amérique, mais là. Et puis en mai, c'est toujours. Vous devez faire une croix sur votre calendrier en mai, où il y a toujours Imola, 500 miles d'Indianapolis, Grand Prix de Monaco. Et après, juste après, généralement en juin, les 24 heures du Mans. Donc vous avez quand même les 3 fantastiques quasiment en un mois de temps. Oui, donc t'as Canada aussi. Ouais. Donc là, ça va bien s'enchaîner. Voilà, messieurs, on a fait comme le tour de tout ce qu'on voulait aborder ce soir. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir, des choses à souligner? Fermez les pages concernant la Sénat. Non, j'aurais bien aimé voir c'est quand le prochain Grand Prix MotoGP. Exactement, merci pour le rappel. Prochain Grand Prix de MotoGP. Tac. Oui, le 24-26 mai en Catalogne, Grand Prix de Barcelone. Grand Prix de Barcelone tout aussi disputé. Et après, on aura le Mugello. Grand Prix d'Italie. Donc ça va être ça aussi, ça va être incroyable. Un grand mois de mai. J'ai une information, pour que j'y pense, des Nico. Il y a le Grand Prix d'Inde qui est remplacé par le Grand Prix du Kazakhstan. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais avant qu'on se connecte, j'ai vu cette information-là en MotoGP. En MotoGP, donc le 20 septembre, Grand Prix d'Inde remplacé, c'est ça? Ouais, par le Kazakhstan. Kazakhstan, wow. Ah, ils ont... C'est nice. La ref est là. La ref est incroyable. Ok, très bien. Merci pour l'info. Donc du coup, on remplacera le Grand Prix d'Inde par le Grand Prix du Kazakhstan. Et ça s'annonce, comme le disait Alex, very nice. Merci messieurs pour cet épisode. Merci à vous de nous écouter aussi, chers auditeurs. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire pour nous dire tout ce que vous pensez de ces Grands Prix, si vous avez une préférence pour le MotoGP, le WRC, mais ça, tout le monde aime le rallye, j'en suis sûr. Je fais un peu de lobbying. Le WEC, si vous connaissez pas le WEC, on vous encourage aussi à suivre l'endurance. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi à suivre un peu d'endurance, parce que c'est quand même cool à suivre et que les écarts se réduisent d'année en année aussi entre les grosses teams. Et que pensez-vous de la victoire de Norris aussi? Dites-nous en commentaire et réagissez à cette première victoire de Lando Norris et à cet épisode. En attendant, on vous fait des bisous et on vous rappelle, rendez-vous au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Grand Prix d'Imola pour le 19 mai, c'est ça? Ouais, 19 mai à 15h pour le début du Grand Prix
En attendant, des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Pardon. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.